Bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus, salut Médoc. Donc pour cette nouvelle émission, bon, c'est un peu comme il y a 15 jours en fait, on a très peu de contenu, en fait on en a encore moins que la dernière fois, on est désolé, il y a plein de responsables. Donc on va déjà pointer un premier responsable qui n'est autre que Rockstar. Donc Elle est Noire est sortie, a déjà été critiquée un petit peu sur internet, etc. Il faut savoir qu'en fait on aurait eu la possibilité de faire la critique du jeu, mais on ne peut pas saisir avec les versions review, donc avec la version bêta du jeu. Donc résultat, nous on est obligé d'attendre pendant 15 jours pour vous faire une critique complète. Au moins on aura eu le temps de finir le jeu et de faire vraiment, genre vous donner de bonnes impressions. Ensuite il y a un autre responsable, le responsable c'est Médoc, qui tout simplement a pillé 18+ en volant The Witcher 2 pour en parler dans XP. Donc on n'aura du coup pas la critique dans XP, il a fait le sujet sur le premier The Witcher et l'interview du développeur sur Witcher 2 est passé dans le dernier XP. Ce n'était absolument pas prévu alors que c'est un titre 18+ qui a sa place dans Classé 18+. C'est la même galère, on est dans la même galère Thierry. Moi j'ai pas non plus de RPG. Il y a ta galère et il y a ma galère. C'est pas du tout la même galère. Moi j'ai pas de RPG donc j'étais obligé de... Qu'est-ce qu'il y a Tiens, il y a The Witcher 2 voler, d'aller piller Classé 18+. J'emprunte. Parce qu'en fait on en a discuté un petit peu sur les plateaux de Classé 18+, en disant genre c'est quoi les gros titres qui arrivent. Moi je disais ouais on a un RPG, c'est Witcher 2, etc. Et derrière, paf, vol. C'est comme ça, c'est ma nature. C'est comme ça Thierry, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même du contenu susceptible d'intéresser la jeunesse quand même. On va voir ça avec le sommaire. On commence ce Classé 18+ avec une avant-première sur Alice, Retour au Pays des Merveilles. On enchaîne avec une autre avant-première consacrée à Deus Ex Human Revolution. Suivi de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on terminera cette émission avec une belle avant-première consacrée au multijoueur de Duke Nukem Forever. Mais tout de suite, les news. Ah, il y a quand même des news. Ta gueule. Comme chaque année avant l'E3, Activision se permet de nous teaser sur son prochain Call of Duty avant de dévoiler des extraits de gameplay durant le salon américain. Comme le laissaient présager les nombreux bruits de couloir, nous aurons bel et bien droit à Modern Warfare 3 cette année. Et ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 vidéos qui ont été diffusées. Enfin, 4 teasers assez misérables qui nous obligent à switcher sur du gameplay du vieux Modern Warfare 2. L'aventure devrait donc se dérouler alternativement aux États-Unis, bien entendu, mais aussi en Angleterre, en Allemagne et surprise dans notre beau pays. Officiellement, nous n'avons pas d'informations supplémentaires, car dans les faits, vous pouvez déjà tout savoir du prochain Call of Duty, même la fin. Un site dont nous tairons le nom a eu l'excellente idée de dévoiler l'intégralité du contenu du prochain titre d'Infinity Ward. Nous laisserons chacun juger de la pertinence de cette action. Quoi qu'il en soit, le développement de Modern Warfare 3 se poursuit. Toujours chapeauté par Infinity Ward et secondé par Raven Software et Sledgehammer Games, le blockbuster militaire est prévu pour le 8 novembre. Il s'agit pour rappel du premier Modern Warfare développé au sein d'Infinity Ward, sans les têtes pensantes de la série, virées par Activision et parti depuis chez Electronic Arts. Le premier teaser d'Hitman Absolution ne faisant qu'une vingtaine de secondes, nous allons être très brefs. IO Interactive devrait nous montrer du gameplay de son prochain bébé lors de l'E3 pour une aventure se déroulant uniquement aux États-Unis et prévue sur PC, PS3 et Xbox 360. N'oublions pas que... Ah, c'est déjà fini. Capcom compte bien imposer sa saga Resident Evil sur 3DS. Comme vous le savez déjà, si vous suivez les news 18+, l'éditeur japonais travaille sur 2 titres. Révélation, un véritable nouveau volet, et The Mercenaries 3D, un jeu orienté arcade reprenant le fameux mode Mercenaries de Resident Evil 4 et 5. Vous devrez donc une nouvelle fois combattre des vagues d'ennemis tout en faisant le meilleur score possible. Quant au casting, il devrait faire plaisir aux fans de la licence. Vous aurez la possibilité de contrôler de nombreux personnages, comme les classiques Chris, Claire ou Léon, mais également Wesker et Barry. Le tout accompagné bien évidemment d'un arsenal à la hauteur de la menace et un système de compétences spéciales inédit dans la série. The Mercenaries 3D sortira en France fin juillet. We seem to have lost the signal there. Events are certainly serious for the mercenaries there. Il est bien leur plateau télé quand même, hein. Ça serait pas mal d'avoir le même sur nos lives, vraiment pas mal. In the meantime, let's get back to Tiffany. Ah bah finalement il est bien notre plateau de tournage finalement, il est super. Sans avoir montré de gameplay, Dead Island a réussi à créer un énorme buzz avec cette désormais célèbre vidéo diffusée dans un précédent classé 18+. Le prochain jeu de Techland revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ne montrant toujours pas de gameplay, mais réalisée avec le moteur du jeu, contrairement à la précédente. On en apprend un peu plus sur l'île de Banoi.
lieu paradisiaque où se déroule l'action de Dead Island. Et si cette vidéo n'est pas retouchée, ce prochain gros jeu de zombies promet d'être sublime. Des interrogations subsistent cependant, concernant notamment la direction que prendra le gameplay. Les 2 seuls trailers disponibles jouent la carte de l'émotion et des sentiments. Si Dead Island est au final un FPS bourrin, même excellent, la déception sera immense. L'attention que s'est attirée Techland est donc à double tranchant. Espérons que le jeu sera à la hauteur de nos attentes. Pour plus d'infos, comme une date de sortie précise, il faudra attendre encore un peu ou pas, le 3 n'est que dans quelques semaines. Ah non, ça suffit. La dernière fois que Randy Pitchford a voulu nous délivrer un message, Duke Nukem Forever a été repoussé. Alors à un moment, ça suffit. Still feel bad about that, but I'm here to offer an update to everyone on the status of the development of Duke Nukem Forever. Let me tell you, we are in great shape. The game is in certification on all platforms. That is the final step before everyone gets to play the game. And let me tell you, the development team has so much passion and commitment. We are knocking down tasks left and right. It is happening. This game is going to ship. That date, June 10th, International, June 14th in North America, that is the real date. This one is for real. Non, j'y crois pas. Non, 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 non. Why do you have a sign? What is that? You are not. Ah, c'est démarrant chez Gearbox quand même. S'ils ont mis autant de cœur dans leur jeu que dans leur campagne de com, on pourrait être surpris par ce nouveau Duke. Vivement le 3 juin et la démo pour que l'on puisse juger sur pièce. But dude, Steve, bro, the boss, need the info. You gotta tell me these things seriously. I pray for the safety of all good people who come to Zion. Après s'être doté d'un premier DLC intitulé Dead Money, uniquement sur Xbox 360, Fallout New Vegas, l'un des meilleurs jeux de rôle de l'année dernière, s'est vu gratifié d'un nouveau contenu téléchargeable, Honest Hearts. Disponible sur Xbox 360 et PC, et sur PS3 quand le PSN refonctionnera correctement, cette extension vous confrontera à ce qui semble être des intégristes religieux lors d'une balade dans le parc national de Zion ayant mal tourné. Honest Hearts est vendu aux alentours de 10 €. Nous n'avons pas pu y jouer, nous ne pouvons donc pas vous dire s'il est meilleur que les contenus téléchargeables de Fallout 3, connus pour leur faible qualité. Zion may not be lost to us after all. On peut dire sans se tromper que Gears of War 3 est l'exclusivité Xbox 360 la plus attendue de l'année. Plus d'1 million de joueurs ont participé à la bêta. Et pour satisfaire les fans, toujours prêts à mettre la main au portefeuille quand il s'agit d'éditions limitées, Microsoft a mis les bouchées doubles. 3 versions de Gears 3 seront disponibles en magasin. Dans l'édition classique, vendue à 70 €, vous n'aurez que le jeu. L'édition limitée sera, elle, déjà plus fournie. Pour 10 € de plus, vous aurez une médaille, un drapeau, ainsi que le testament d'Adam Phoenix, que vous pourrez contrôler dans le mode multijoueur grâce à un code réservé à cette version. Enfin, l'édition Epic, vendue à 130 €, promet d'être, tout simplement épique. En plus du contenu de l'édition limitée, ce pack contiendra une statuette de Marcus Phoenix, le livre de 96 pages The Art and Design of Gears of War, ainsi que des skins pour vos armes. Gears of War 3 est toujours prévu pour le 20 septembre et l'édition collector proposée vont très sûrement se vendre comme des petits pains. Elle est noire, le nouveau jeu de Rockstar vient tout juste de sortir. Vous retrouverez la critique dans le prochain classé 18+, les délais imposés étant trop courts pour la boucler aujourd'hui. Ça ne veut pas pour autant dire que nous n'allons pas en parler. Elle est noire s'est énormément dévoilé ces dernières semaines et il a l'air toujours aussi bon. Le travail de reconstitution de la ville est d'ailleurs bluffant. De nombreux monuments et lieux importants de la ville de Los Angeles ont été reconstitués afin de proposer aux joueurs la meilleure expérience possible.
L'abri Tar Pit, par exemple, est un gisement de fossiles exceptionnel au cœur de la ville. Son nom vient de la présence de nombreux puits de goudron, d'anciens pièges écologiques destinés à engluer les insectes. Le cadavre d'une femme datant de la préhistoire fut retrouvé dans ces puits il y a quelques années, ce qui a certainement donné des idées à la Team Bondi. Pershing Square, l'équivalent pour Los Angeles du Central Park new-yorkais, a également bénéficié d'une fidèle reconstitution. Et ce n'est pas la première fois que le plus grand espace vert de la Cité des Anges reçoit les faveurs de Rockstar. GTA San Andreas et Midnight Club Los Angeles incluaient déjà ce lieu. Malgré les incohérences temporelles que cela pouvait déclencher, d'autres lieux ont été reconstitués, comme la Babylone en ruine du film Intolérance datant de 1916, essentiellement pour proposer un level design fun et varié. Cette fidélité n'aurait pas pu être possible sans les travaux de Robert Spaence. Ce photographe un brin foufou sévissait à Los Angeles dans les années 40 et sa spécialité était de prendre des photos aériennes. Grâce à lui, la Team Bondi a eu accès à énormément d'informations et on peut dire sans se tromper que sans ses travaux, la nouvelle production Made in Rockstar aurait été bien différente. Pour nous conforter dans l'idée que L.A. Noire s'appuie sur un background solide, Rockstar a mis à la disposition des joueurs une map sur son site officiel où des crimes ayant inspiré le jeu sont regroupés. De nombreux cas de meurtre, d'agression ou de vol sont illustrés avec les coupures de presse d'origine du LA Times, comme cet homme tuant 2 personnes dans un hôpital, ou encore ce vétéran de la Navy tirant sur sa femme avant de se donner la mort. Nous ne pouvons que vous encourager à visiter ce site, tant le travail de recherche réalisé force le respect. Quant à L.A. Noire, il est d'ores et déjà disponible et nous vous promettons la critique dans le prochain Classé 18+. On a pick on the way. Alors, on n'a pas la critique de L.A. Noire, mais on a quand même fait une petite news développée. Ce qui est vachement intéressant, justement, c'est le travail de Rockstar au niveau de ses influences. Donc on sait que sur un jeu comme ça, Los Angeles, les années 40, donc il fallait faire énormément de recherches, des recherches historiques sur les scènes du crime, les scènes de crime, sur la façon dont les flics opéraient, également des recherches sur les lieux, tout simplement, les décors, mais également des recherches sur les influences, donc au niveau film noir, donc inspiration cinématographique. Et en fait, sur le site, on a tout ça. On a genre tout un tas de films listés avec des extraits, avec des descriptions, avec même carrément des films complets diffusés en intégralité puisqu'ils sont tombés dans le domaine public aux États-Unis. Et donc il est possible de redécouvrir comme ça de vieux chefs-d'œuvre et ensuite de chercher dans le jeu en fait toutes les petites influences et tous les clins d'œil disséminés un peu partout. Et ça c'est vraiment une belle initiative. Donc voilà, on vous invite à aller consulter le site. Et puis on va enchaîner avec un autre titre également culturel, puisqu'inspiré de l'œuvre de Lewis Carroll. Donc il s'agit d'Alice, Retour au Pays des Merveilles. Et vous allez voir le twist qui était déjà présent dans American McGee's Alice est toujours présent. Donc c'est très gore, c'est très dérangeant. Mais tout de suite, là, on croit rien. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Plus de 10 ans après American McGee Alice, une version revisitée d'Alice au Pays des Merveilles, la célèbre héroïne créée par Lewis Carroll revient dans une suite intitulée Alice, Retour au Pays de la Folie. Tout s'efface. Tout part. Toujours chapeauté par American McGee, ce nouvel épisode se déroule quelques temps après les événements relatés dans le premier Alice. Depuis qu'elle a sauvé le Pays des Merveilles et quitté l'asile dans lequel elle était internée pour un orphelinat, Alice n'arrive toujours pas à surmonter ses traumatismes. Elle rêve constamment de l'incendie tuant toute sa famille et de la violence dont elle a souffert, que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou dans le monde imaginaire. Et c'est justement la première chose qui nous frappe. Même dans le monde réel, la folie et la décadence imprègnent les lieux visités. Alice se fait insulter par les autres enfants. Un homme lui propose de se prostituer. Tu pourrais soulager des gens, rendre heureux, au moins 10 minutes. Son psychiatre n'est pas une personne très saine d'esprit. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. On ne sait jamais trop ce qui se passe, où l'on est, pourquoi, mais ce n'est pas réellement dérangeant. Au contraire, plus on joue, plus on sombre dans la folie ambiante, pour finalement ne plus s'étonner de voir des choses réellement étranges, comme ce chapelier fou légèrement cyborg, dont il ne reste plus qu'une tête. Mais pour apprécier cet univers volontairement décousu, mieux vaut avoir fait le premier Alice avant de s'attaquer à sa suite, les personnages et les liens les unissant n'étant que brièvement expliqués. Mais sachant qu'il sera inclus avec sa suite, ce n'est pas un gros défaut. Niveau technique, la version preview du titre de Spicy Horse est encore perfectible sur de nombreux points. Les textures se chargent lentement, l'écran se fige en plein combat à cause d'un temps de chargement, etc. Mais si de nombreux bugs seront corrigés d'ici la sortie du jeu, il faut se rendre à l'évidence, Alice ne sera pas une claque graphique, tout au plus une petite gifle artistique. Car la DA d'Alice est un pur régal, avec ses décors mignons remplis de couleurs vives, de dominos se déplaçant dans le ciel, de nuées de papillons qui précèdent une rivière de sang, ou une statue pleurant une étrange substance noire.
Ce genre de contraste donne un charme indéniable à l'univers d'Alice. Côté gameplay, ça s'annonce déjà plus classique, avec un mélange entre plateforme et beat'em all brutal. Mais ça fonctionne. Faire évoluer Alice dans les décors bourrés de passages secrets et de bonus à ramasser, débloquant des souvenirs de son enfance, est un réel plaisir, et la faire flotter de domino en domino procure d'excellentes sensations. Les premiers combats risquent de déstabiliser pas mal de joueurs du fait de la rigidité du personnage. Par exemple, Alice ne peut pas sauter et frapper en même temps. Il faut obligatoirement garder les pieds sur terre pour avoir le droit de charcuter ses opposants. Après de longues heures passées à jouer à God of War ou Bayonetta, il faudra s'habituer à cette contrainte. On appréciera en revanche la possibilité d'esquiver une attaque en se transformant en une nuée de papillons. Une fois cette capacité découverte, les duels se transforment en un balai de coups et d'esquives extrêmement jouissifs. L'arsenal mis à la disposition d'Alice n'y est pas pour rien. Je ne suis pas venue ici pour me battre. On commence léger avec un simple couteau, puis on finit par débloquer des bombes activables à distance et un moulin à poivre faisant office de Gatling. On jongle constamment entre ces armes en affrontant des monstres particulièrement laids, comme cet étrange mélange entre un cyclope, une araignée et une théière, et les combats au départ mous deviennent rapidement jouissifs au possible. Vous l'aurez compris, Alice Retour au pays de la folie s'annonce comme un titre à l'ambiance singulière, à défaut de posséder un gameplay innovant. On espère que les nombreux problèmes techniques seront réglés d'ici le 16 juin, jour du retour d'Alice sur nos consoles. Alors, retour sur Alice, retour au pays des merveilles. T'as vu, j'ai dit 2 fois retour. Donc agréable, c'est bien, ça fait plaisir, c'est agréable de voir une petite avec un schlass, tout ça, se frayer du chemin dans du monstre. Ça rejoint un peu, parce qu'il y a évidemment l'aspect conte, Alice au pays des merveilles, et puis la dimension dark, tout ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur The Pass la dernière fois, là, ce mélange de trucs, le darkness ambiant, ça j'aime bien. Et puis l'univers, effectivement, il est là, il est agréable. Juste, petite remarque qui a dû être faite, j'imagine, dans je veux dire ça. Dans le truc, c'est le fait de ne pas pouvoir sauter pendant un combat. Ouais. C'est juste déstabilisant quand tu es inscrit dans un mode, c'est vrai qu'on voit les combats, genre avec une petite jeune fille comme ça, armée d'un couteau, genre on peut penser, surtout que l'univers est relativement barré, on peut penser un petit peu à Bayonetta. Il faut pas s'attendre à un système de combat aussi riche que celui qui avait été créé par Platinum Games, loin de là, mais ça reste très efficace. Vraiment, c'est tout simple, et ça fonctionne très bien, et c'est surtout pour moi l'univers qui prime. Donc c'est vrai d'utiliser cette espèce de moule à poivre, genre pour shooter des nez de cochons qui se baladent dans les niveaux. T'as des trucs comme ça qui sortent de nulle part, qui sont vraiment sympas. Et donc du coup, on a toujours envie de progresser, d'aller plus loin pour voir quel délire visuel les développeurs ont mis en place. Et que ce soit au niveau des décors, au niveau des ennemis, c'est vraiment très sympa. Oui, Donc, je disais, parce que moi aussi, je touche un peu ma vie en transition. Donc je disais du darkness, mais dans un univers un petit peu enfantin, nanani nanana, ça fait une pure transition pour parler de 3 minutes pas plus, pour parler d'un jeu 3 plus. Parce que c'est magnifique, parce que déjà, c'est pas 3 minutes pas plus qu'on va voir, c'est l'avant-première de Deus Ex Human Revolution. Mais en plus, je voulais rajouter un petit truc, moi ce qui m'a perturbé pendant l'avant-première d'Alice Alice Retour au pays des merveilles, c'est que le chat de Cheshire, donc le chat qui se balade là avec ses gros yeux, il a la voix de Sam Fisher. C'est le même doubleur. Et donc du coup, genre au début, t'es là, genre, putain, mais je connais cette voix, mais attends, c'est Sam Fisher. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Mais tout de suite. Donc voilà, je te laisse faire le lancement. Ouais. Moi, je m'esquive du cadre, tu vois, et puis tu lances ça. Et tu reviens pour je vous laisse avec lui et je reviendrai pour 3 minutes. C'est beau parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut voir le 3 minutes pas plus, qu'il en a envie, qu'il meurt d'envie, que c'est sa rubrique préférée dans 18+, évidemment. Donc tout de suite, l'avant-première de Deus Ex Human Revolution. Lors du précédent classé 18+, vous avez pu voir notre interview de Jonathan Jacques Beltet, directeur artistique de Deus Ex Human Revolution. Cette semaine, nous allons vous donner nos impressions sur les premières heures de la production d'Eidos Montréal que nous avons testé en avant-première. Sachez que nous n'avons pas été autorisés à utiliser nos propres captures pour illustrer ce sujet, l'ensemble des vidéos nous ayant été fournies par Square Enix. I never asked for this. Bien évidemment, cette démo n'est pas représentative du produit final, prévu dans plus de 3 mois. Mais techniquement, le tout s'avère déjà impressionnant, même si quelques bugs persistent, l'ensemble est fluide et très beau. Les différents PNJ sont parfaitement modélisés et leurs expressions les rendent très crédibles. Quand en plus le tout dispose d'une patte artistique propre, réussissant à créer des décors et des ambiances variées avec seulement 3 couleurs, jaune, vert et noir, on atteint des sommets.
Mais l'intérêt de Human Revolution réside d'abord dans son gameplay. Adieu le dirigisme d'Invisible War, on revient à la recette du premier Deus Ex, des niveaux ouverts et de nombreuses façons d'atteindre ses objectifs. Après avoir joué plusieurs fois à cette démo d'une dizaine d'heures, soit à peu près le tiers du jeu, nous sommes définitivement rassurés. Eidos Montréal tient ses promesses en nous proposant plusieurs manières de résoudre une même situation. Le gameplay s'axe autour de 4 piliers. Le combat, avec un arsenal varié et diverses attaques au corps à corps. L'infiltration, avec un camouflage optique et la possibilité de déplacer les corps. Le hacking, autorisant l'accès à des zones protégées en réussissant un mini-jeu très sympathique, bien qu'assez déroutant à prendre en main. Et enfin, les interactions sociales permettent de convaincre un interlocuteur de faire ce que vous voulez en réagissant d'une certaine manière à ses actions. Mais tout cela serait incomplet sans les implants de notre héros. En gagnant un niveau, Adam peut choisir d'améliorer une compétence ou d'en débloquer une nouvelle. Elle change totalement le gameplay du jeu et certaines zones et événements sont inaccessibles sans le bon implant. Par exemple, certains appartements sont protégés par une puissante serrure électronique que l'on ne peut hacker qu'en ayant atteint un niveau élevé dans cette compétence. Mais ces situations sont rares et il y a toujours un moyen d'achever une mission. Prenons l'exemple d'une quête se déroulant dans un poste de police. Adam doit accéder au PC du commissaire pour récupérer des informations capitales pour Sarif Industries, son employeur. Problème, l'accès à cette zone est bien gardé et y pénétrer sans autorisation déclenchera les hostilités avec les policiers. Comme dans le premier Deus Ex, il y a plusieurs manières d'appréhender cette situation. Commencez par aller voir le guichetier, un ancien collègue. Si vous avez l'implant dédié aux interactions sociales, vous pouvez tenter de le convaincre de vous laisser passer. Il faut d'abord déterminer à quelle catégorie de personnes appartient votre interlocuteur, les leaders ou les dominés. Ensuite, adaptez vos réactions en fonction de ces résultats. Un mâle alpha se laissera avoir par la flatterie, tandis qu'une personne chétive sera sensible aux menaces. Vous ne devriez pas avoir de problème avec votre interlocuteur et quelques haussements de voix le convaincront de vous donner un accès à la zone. Que faire si vous n'avez pas cet implant ? En explorant les alentours du commissariat, vous découvrirez sans doute une bouche d'égout, vous menant bizarrement au commissariat. Une fois dans le bâtiment, vous devrez agir dans l'ombre pour grimper 2 étages vous séparant du bureau du chef. C'est déjà plus dur que de blablater avec un ancien collègue, mais rien n'est impossible. Avec votre camouflage optique et vos armes silencieuses, vous n'aurez qu'à emprunter les conduits et aller désertes pour atteindre votre objectif. Si les précédentes options se soldent par un échec, il restera toujours la solution finale, un fusil mitrailleur, un shotgun et en avant pour le massacre. Attention tout de même, on est dans un commissariat et les policiers sont très nombreux. De plus, cet assaut ne restera sans doute pas impuni et pourrait avoir des conséquences inattendues plus tard dans l'aventure. Enfin arrivé devant le bureau de la cible, un dernier problème se présente, une serrure électronique le protège. 2 solutions s'offrent à vous. La première consiste simplement à hacker le système, puis à déverrouiller l'accès au bureau. La deuxième, plus complexe, vous obligera à explorer de fond en comble le niveau pour dénicher un conduit d'aération conduisant au bureau du chef. Il faudra tout de même désactiver les lasers infestant ce conduit avec une grenade IEM par exemple, sous peine de déclencher une alerte. Une fois les données récoltées, il suffira de sortir du commissariat pour réussir la mission. Pas de problème, un accès au toit se trouve à 10 mètres. Cette mission est représentative de la liberté présente dès les premières heures de Human Revolution. Et si le reste de l'aventure est similaire, le prochain Deus Ex pourrait créer l'événement. Quelques petites précisions pour les nombreux joueurs craignant de se retrouver devant un Deus Ex allégé. Tout d'abord, il est possible de ne tuer personne. Durant les premières heures, de nombreuses armes non létales sont mises à notre disposition et certains chemins disponibles permettent de progresser sans alerter un seul ennemi. La difficulté est assez élevée. En mode normal, c'est le game over après une simple rafale de balles. Le mode difficile, baptisé Deus, est encore plus dur et la discrétion se révélera vite indispensable. Quant au scénario, le début laisse augurer du meilleur, le nom de Joseph Manderly revient plusieurs fois, ce qui devrait faire plaisir aux amoureux du premier opus. Deus Ex Human Revolution sortira le 26 août et nous sommes extrêmement confiants sur sa qualité. Comptez sur nous pour vous en reparler d'ici là. Bon, Deus Ex, on a encore un peu de temps. Il sort fin août, donc du coup on a le temps d'en reparler, etc. On a déjà fait un reportage, on a fait une avant-première, mais on découvre sans arrêt de nouvelles portions du jeu. Il a l'air vraiment très très riche. Ensuite, est-ce qu'on retrouvera la richesse et la finesse du gameplay du tout premier Deus Ex? Ça reste encore un petit peu à voir. Vous le saurez dans le XP de la rentrée. Ah non, ça c'est 18+, quoi. Deus Ex, il est dans 18+. La critique est dans 18+. Tout le contenu sur Deus Ex, c'est du 18+. Attends, mais c'est Square Enix, c'est Square Enix. C'est pas vraiment Square Enix, c'est Square Enix qui distribue le jeu. Mais au final, c'est Eidos Montréal.
Donc, genre, t'as aucune excuse, quoi. C'est impossible. Putain, déjà, je me fais barboter Witcher 2 et je vois déjà les intentions derrière. C'est vraiment misérable. C'est horrible. Je crois qu'il faut que je me calme là. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que tu te calmes, mais si tu permets, j'ai envie de dire, vu qu'on parlait de Deus Ex, ce mélange de darkness. Moi j'ai dit, et tu vois, j'ai besoin. C'était pour une transition, pour 3 minutes. Ouais, mais j'étais là avec ma transition aussi, parce qu'on parlait de Deus Ex. Et donc je me disais, ce mélange entre cette dimension darkness et cet univers un petit peu enfantin, ça va nous permettre de parler de 3 minutes pas plus pour. Je ressors la même transition que le plateau d'avant. D'accord, elle marche pas là, mais bon, c'est pas grave. C'est bien tenté ça. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Développé par le studio français Yamago sur PC il y a de cela quelques années, Ikibago devait sortir sur DS depuis déjà quelques temps. Finalement, c'est sur DSiWare qu'il a vu le jour début mai. Et pour le coup, c'est un peu la plateforme idéale. Puzzle game intégrant le genre ô combien populaire des jeux Match 3, où l'on doit parvenir à aligner 3 éléments similaires, Ikibago se prête idéalement au stylet. Le contexte choisi est celui de la piraterie. On joue donc à la surface de l'eau, avec des lignes verticales parallèles de 5 tonneaux, se déplaçant de la gauche vers la droite au fil du courant. À droite se trouve le quai. Il convient donc d'aligner au minimum 3 tonneaux de même couleur, de manière à créer un stock, avant qu'une ligne n'atteigne le quai. Dans le cas contraire, tout explose, c'est la cata, l'accident industriel et vous perdez une vie. Chaque niveau comprend plusieurs missions avec des objectifs précis. Il faudra par exemple parvenir à réaliser un certain nombre de stocks, voire de super stocks, ces derniers correspondant à un alignement vertical de 5 tonneaux de même couleur, récolter un nombre minimum de points, réaliser des chaînes de combos ou reproduire une figure précise. Ikibago vous permet en effet de déplacer les tonneaux où vous voulez sur l'écran. Vous n'êtes pas obligé de faire basculer un tonneau de ligne en ligne, vous le prenez pour le poser où bon vous semble. Bien sûr, tout un tas de problèmes s'opposeront, comme la présence de tonneaux enchaînés, que l'on ne peut déplacer sans une clé, et ainsi de suite. Malgré son principe de jeu vu et revu, Ikibago renouvelle ainsi sans cesse son gameplay en obligeant le joueur à s'adapter aux défis propres à chaque mission. Visuellement, c'est tout mignon même si les menus sont définitivement austères. Accessible pour seulement 500 points, soit quelques euros, ce puzzle game est à conseiller pour tout possesseur de DS ou de DSi, en attendant que le 3DS Shop soit enfin accessible sur la dernière portable Nintendo. Alors ça c'est quand même hallucinant. On a une avant-première pour aller jouer en multi, genre Duke Nukem Forever, et t'as Médoc qui est là devant son PC, non j'ai pas le temps, etc. Non c'est pas possible, Duke ça m'intéresse pas plus que ça. Et au final, en creusant un petit peu, on s'aperçoit que tout simplement, il passe son temps à jouer à Duke Nudem. Alors Duke Nudem, c'est l'initiative des gens de Duke Nukem pour faire la promotion de manière originale de leur jeu. Et c'est du mini-jeu sur PC dans lequel tu es amené à shooter des cibles et tu te bats contre des babes. Et si tu gagnes, SD sap. Et c'est bien, moi j'aime bien. Je voulais presque en faire un showtime, mais je me suis dit non, attends, faut bosser un petit peu. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Surtout. Il a joué des heures et des heures. La dernière brunette. Non, mais il est dur, hein. Il est super dur. Non, mais c'est vrai, il est super dur. Bon, en tout cas, on va s'intéresser au jeu lui-même avec l'avant-première du multi de Duke Nukem Forever. Très attendu. Il y a quelques semaines, nous avons été invités à essayer le mode multijoueur de Duke Nukem Forever, maintes fois repoussé et désormais prêt à sortir dans un petit mois. Pour l'instant, les trailers nous ont surtout montré la partie solo du titre, les blagues de Duke et des babes fort bien équipés, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on attendait ce nouvel épisode. Mais qu'en est-il du mode multi? Les plus vieux d'entre nous se souviennent avec émotion du deathmatch de Duke Nukem 3D, de ses armes variées et de ses décors bourrés de passages secrets. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez vous réjouir car Duke Nukem Forever ressemble beaucoup à son auguste aîné. Les 5 maps que nous avons testées sont toutes très riches et contiennent de nombreux chemins secondaires. Elles ne sont pas toutes inoubliables, mais certaines sortent du lot, comme cette cuisine gigantesque où les balais servent d'escalier de fortune et les plaques chauffantes font perdre de la santé. D'autres maps rappelleront de bons souvenirs aux vétérans du FPS, comme celle reprenant la totalité du premier niveau de Duke 3D avec bien entendu tous ses passages secrets.
Les modes de jeu sont classiques, les habituels Deathmatch et Team Deathmatch où l'on s'écharpe dans la bonne humeur, le King of the Hill consistant à tenir une position précise pour engranger le plus de points possible, et enfin le Capture the Babe, parfaitement résumé par un des écrans de chargement du jeu, une babe est comme un drapeau, mais avec des seins. Pas de surprise de ce côté, même si au fond on ne demande pas au Duke d'être novateur mais efficace. Et efficace, il l'est absolument. La maniabilité est comme on l'aime, rapide et nerveuse. Parfaite sur PC, elle est un peu plus perfectible sur Xbox 360. Mais inutile de réanimer l'éternel débat opposant consoleux et PCistes, tout est une question d'habitude. L'Arsenal respecte bien l'esprit de la série, pas de surprise de ce côté-là. Nous avons toujours les classiques shotgun et sniper, mais également les lance-roquettes, les rayons glaçants et rétrécissants, et bien entendu nos bons gros points éclatant l'ennemi instantanément. Quant aux personnages jouables, eh bien, il ne semble y avoir que Duke. Mais pas de panique, la personnalisation est très poussée. À chaque fois que l'on exécute une action précise, comme découvrir tous les passages secrets d'un niveau, on débloque un nouvel élément pour personnaliser notre personnage. On pourra ainsi choisir son couvre-chef, ses lunettes et son t-shirt. Ce n'est pas énorme, c'est vrai, mais d'un autre côté, créer son propre Duke est vraiment amusant et ça tourne très vite au concours de qui est le plus ridicule. Avec ce chapeau en forme de citrouille, ce masque d'Hannibal Lecter et ce magnifique t-shirt tropical, je ne suis pas très loin de la victoire. Même s'il ne révolutionne pas le genre, le mode multijoueur de Duke Nukem Forever remplit parfaitement son contrat. Prolonger l'expérience solo avec des parties ultra fun et nerveuses. Mention spéciale au mode Capture the Babe, qui fera beaucoup rire en remplaçant le classique drapeau par une demoiselle peu vêtue. Reste à savoir si la partie multi aura suffisamment de contenu pour durer longtemps. Pour ça, il faudra attendre le retour de Duke le 10 juin et notre critique dans un prochain classé 18+. Et ben voilà, ce classé 18+ est terminé, donc petit contenu, etc. Bon, on va se rattraper sur la prochaine. La prochaine, évidemment, on aura la critique de L.A. Noire. On devrait également sans doute faire un petit effort de mise en scène, faire un petit truc rigolo lié à la thématique du jeu. Ouais. Et puis de toute manière, il y a pas mal de titres 18+ qui sortent en juin. Et puis on a l'E3, évidemment, donc on va faire une spéciale avec 1 milliard de news, toutes les annonces 18+ du salon. Donc vraiment du très joli contenu à venir. Voilà. L'E3 ? Ouais. Tu vas... Bah ouais, mais... Tu sais, on n'avait pas beaucoup de budget et tout, donc je vais partir avec Jonathan. Et puis sinon, tu pourras gérer les news, tu sais, de France. Sur la FTP, il y a plein de vidéos. Et sinon, les conférences, elles sont diffusées, sinon sur Internet et tout. Mais tu devrais voir ça avec Alex, parce que, putain, il faut que j'y aille, il y a mon téléphone qui sonne. Thierry, attends, on discute. Thierry ?